Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de vous parler un peu de manière synthétique et un peu moins cryptique de notre thématique, qui est la thématique de la littérature grise. Voilà. Donc, comme vous le savez, commencer un travail à plusieurs, ça implique de toujours recadrer. Il a fallu pour nous, dans un premier temps, définir et comprendre de quoi on voulait parler sans se connaître. C'est un gros morceau parce que quand on est 8, on ne sait pas quels sont nos centres d'intérêt et on ne sait pas par où commencer. Pour nous, il y a eu d'abord la question de la forme et du type d'ouvrage dont on voulait parler. Et on a pensé d'abord à la forme du manuel. On a pensé à tous ces vieux livres qui nous apprennent à cuisiner, à jardiner, à faire toutes ces choses du quotidien qu'on apprend maintenant avec des nouveaux outils. Les vidéos YouTube, les blogs, les sites très niches sur des sujets encore plus niches. Et de ça, on parle de nouvelles typologies et de nouvelles façons d'apprendre. Cette discussion qui partait un peu dans tous les sens, avec beaucoup de digressions, elle nous a quand même permis de rentrer dans le vif du sujet et de nous accorder sur certains constats, notamment sur le fait qu'en Belgique, comme en France et dans le monde, l'extrême droite reprend du poil de la bête, pour dire au bas mot, et met en place des politiques d'austérité qui visent en particulier les services publics. C'est là qu'on s'est questionné sur le contexte de production et de diffusion des publications, qui est bel et bien toujours politique. Parce que c'est à cet endroit que résident des portes d'entrée pour l'extrême droite, pour s'immiscer dans tous les champs de nos vies. C'est de cette manière qu'on a découvert le terme littérature grise. Donc notre définition de la littérature grise désigne ainsi un ensemble de documentations imprimées ou numériques ne faisant pas l'objet d'une publication officielle, diffusée en marge du marché de l'édition et difficilement repérable dans les bases de données bibliographiques traditionnelles. C'est aussi tout ce qui est underground, clandestin, c'est-à-dire des ouvrages à caractère littéraire qui diffusent des idées non normatives, circulant plus ou moins illégalement ou qui protestent contre le système en place. La littérature grise, elle comprend par exemple les documents administratifs, les mémoires, les thèses, les manifestes, les reproductions, les publications pirates. En fait, depuis le début, on parlait de littérature grise. Dans tout ce qui se situe dans une forme d'ambiguïté, c'est un bon outil pour réfléchir, pour tacitement évoquer nos angles morts et tous ces objets éditoriaux qui nous posent des questions. Ils ne sont ni blancs ni noirs, ils sont entre les deux. Ils sont en marge du marché, en marge du récit normé, en marge des systèmes de diffusion et distribution hégémoniques. La littérature clandestine, ça circule plus ou moins illégalement, ça proteste contre le système en place, c'est difficilement repérable. On ne croise pas ces ouvrages dans les archives, ils sont sûrement voués à disparaître ou à ne jamais être retrouvés. Alors qu'est-ce que ça veut dire de parler de littérature grise quand on travaille pour la Biennale exemplaire? Et qu'est-ce que ça veut dire exemplaire de toute façon? Vu comment notre sujet s'articule, on a interprété l'exemplarité comme un exemple de, un parmi tant d'autres, un prétexte à la discussion et à la réflexion. D'abord, pour parler de la forme qu'on a choisie, et vous le découvrirez après, on l'a pensé comme proposant plusieurs lectures de notre sujet, parce qu'on est arrivé à la conclusion que c'était un sujet qui comportait des éléments cachés, et donc la forme parle de ça aussi. Et c'est aussi un compromis entre une forme qu'on voulait ludique et intéressante, mais aussi nos contraintes de budget, puisqu'on a dû se débrouiller sans financement de l'école. Et donc à partir de ça, on a choisi 6 sous-catégories qui sont aussi les 6 exemplaires qu'on a choisis et qui reprennent de manière non exhaustive l'étendue de la littérature grise pour nous. Pour parler de la première partie, on a commencé par la partie sur l'auto-édition. Et c'est une partie qui commence avec l'ouvrage d'une ancienne étudiante de notre atelier, Clara. Cette catégorie, elle parle des ouvrages faits maison ou faits atelier, justement, qui sont sans ISBN. On les trouve sur un coin de table, pendant une soirée, pendant un festival de micro-édition. On se les transmet de main à main. Et pour en produire le plus possible, on adopte des stratégies de débrouille. Il faut être malin avec les moyens du bord. Et c'est contraignant, mais ça permet quand même de construire des objets éditoriaux avec une grande liberté de ton, de forme et surtout de fond. Dans l'édition de Clara, Buffet à volonté, elle nous propose sans jugement et sans a priori de découvrir les outils open source qui sont des alternatives à la suite Adobe. Et elle nous propose d'aborder ces outils avec beaucoup de fun et surtout sans forcément être une bête de code ou nerd.
La deuxième catégorie choisie est le mémoire étudiant. Par sa nature académique, il n'emprunte pas le parcours traditionnel de production et de diffusion du monde éditorial. Selon le milieu dans lequel il a été produit, son coût, son nombre d'exemplaires et sa portée peuvent varier. Le mémoire de Chanel Leroy s'inscrit parfaitement dans la définition enrichie de la littérature grise. Il fut produit à hauteur de 50 exemplaires, sans ISBN, autofinancé, et partage un récit en marge de la société en exploitant un objet à la forme éditoriale populaire, et ce, en le situant dans le cadre même académique et hégémonique dont il fait la critique. La troisième catégorie est le grand tirage. On aborde ici les publications tirées à très grand nombre, celles qui ne seront pas archivées dans les bibliothèques et qui n'ont pas d'auteurisme. En prenant l'exemple des magazines de sport cérébral, on met en avant les mises en page très rudimentaires et des productions cheap, malgré leur publication à grande échelle et leur grande rentabilité. C'est aussi une manière de questionner le contexte économique et politique de publication de ces ouvrages qui circulent presque exclusivement par ces lieux dont l'extrême droite possède le monopole. Le document administratif, notre quatrième partie, révèle de la littérature grise. Ils n'ont, comme les magazines de sport cérébral, pas d'auteurisme, mais ici, des maisons d'édition plus ou moins précises. Notre intérêt pour ceux-ci vient du dédale bureaucratique, un problème très récurrent. Mauvaise page. Un problème récurrent qui nous a d'abord conduit à interroger le traitement de cet univers par différents pays et à divers degrés. Le journal turbulent du studio Baraka a servi de catalyseur pour aborder politiquement l'oppressante paperasse administrative, puisque celui-ci a servi à relater la rencontre entre 4 artistes de la Voix des sans-papiers et des auteurs émergentes qui s'expriment sur leur situation au sein du système belge qui est l'Office des étrangers. Notre cinquième sous-partie, elle s'articule autour du blog. Ce qui nous semblait intéressant dans le blog, c'est l'idée que n'importe qui puisse utiliser cette plateforme pour publier et échanger autour d'une thématique. L'identité de l'auteur, elle est assez brouillée et l'anonymat y est permis. Le blog, c'est aussi une manière d'apprendre, comme un manuel ou un mode d'emploi, autour de sujets très précis. Il nous paraissait correspondre aux critères de la littérature grise et souterraine parce que son archivage est difficile et incertain. L'ouvrage qu'on a choisi pour illustrer cette catégorie, c'est le Fiber Arts Manifesto, qui a été publié en ligne par Daniel Drennan-Ellawar, donc sur son blog personnel au départ. Ce texte aborde la notion d'artisanat et sa récupération par la culture dominante. Quant à la dernière section, on a voulu élargir nos horizons et on s'est intéressé à des textes écrits sous forme poétique, comme des récits sensibles et profondément politiques portés par des voix marginalisées, souvent de manière non conventionnelle. On a choisi l'ouvrage La Frontera, Terre frontalière de Gloria Anzaldúa, qui est un essai poétique publié en 1987 et traduit en français seulement en 2022. C'est un mélange de théorie, de récits intimes, de poésie. Ça brouille les frontières entre les genres littéraires et c'est aussi un texte qui a fait l'objet de censure, notamment aux États-Unis. C'est pourquoi on a considéré que c'était de la littérature souterraine et grise. On l'a choisi parce qu'il soulève des questions essentielles autour de la traduction, autour du langage et de l'effacement culturel. C'est écrit en plusieurs langues et ça interroge la possibilité de vivre sur la frontière. Comment parler de ceux qui se situent entre deux mondes avec du gris ? Je pense qu'il est important de rappeler que ce livre est un livre fondateur de la pensée décoloniale queer, états-unienne, et pourtant trop peu connu dans le monde francophone. Il nous semblait donc important de le mettre en lumière en tant que texte à la fois politique, poétique et profondément subversif. Pour finir, j'aimerais mentionner notre changement de titre, parce que sur le site web de la Biennale, le titre qui figure, c'est « Tout est dans tout ». Ça a été changé pour « Si nous sommes attaqués ». Et donc ce choix de titre, il découle de nos échanges autour de la littérature grise et donc de la dimension politique du secteur de l'édition, qui elle aussi n'échappe pas à la montée de l'extrême droite. Si nous sommes attaqués, quels seront nos outils de résistance ? Merci beaucoup.